Et ça y est, on est en live. Bonjour à tous, bonjour Alexis, bonjour Swan, merci d'être là avec nous pour ce presque dernier webinaire de la saison. Est-ce que tout le monde nous entend pour nous faire un petit signe que tout est OK pour vous? Mettez-nous un petit pouce en l'air comme d'habitude. C'est super. Pour les nouveaux qui sont sur leur premier webinaire Digiformat ou F-Connect, je vous rappelle les règles. On a 1 heure devant nous. Donc, on a nos deux intervenants, nos deux experts qui vont partager pendant au moins 40 minutes 5 bonnes pratiques. On a parlé de hack, mais on vous expliquera pourquoi on a pris ce terme qui est un peu vendeur, effectivement. C'est du marketing. Voilà, c'est du marketing. C'était pour vous faire venir. Moi, je m'appelle Pascal, je m'occupe de la communauté donc OF Connect qui rassemble aujourd'hui plus de 5000 centres de formation CFA. On est présent sur Slack, sur Meet. Et là, je suis accompagnée donc, de mes deux collègues, mes deux chers collègues, donc Alexis Ferchichi qui représente l'agence Stank et Swan Lemoigne qui est donc, le directeur marketing de Digiformat qui a créé toute la magie marketing autour de Digiformat. D'ailleurs, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui est client Digiformat? Voilà, faites-nous un petit pouce en l'air pour nous dire si vous êtes bien présents, les clients Digiformat. On vous adore, évidemment. Et je fais partir aussi quelques sondages pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt des OF indépendants? Est-ce que vous êtes membre de la communauté? Et surtout, quel est aussi le budget marketing que vous dépensez chaque année? Ça nous permettra aussi un peu de voir où vous en êtes, sachant que là, ce qu'on va vous conseiller, évidemment, Alexis et Swan, hein, ce sont des conseils pour des OF de taille moyenne. On n'est évidemment pas sur la cible des très, très gros OF qui peuvent dépenser parfois 1 million de budget marketing annuel, parce que ça existe aussi. Pour la partie interactive, on a l'onglet questions. Donc, on essaiera de prendre vos questions au fil de l'eau, mais on se gardera dans tous les cas 20 minutes à la fin pour prendre quelques questions. Voilà, donc je vois un petit peu les retours de sondage. Je fais le dernier sondage qui est la taille de votre OF. Hop, voilà. OK, donc vous êtes à 50% entre 0 et 100 apprenants. Très bien. Allez-y, on vous laisse le temps de répondre. Tac. OK, on a pas mal de clients Digiformat. Du coup, Swan, tu vas être content. Ah oui, tu pourras peut-être annoncer quelques petites nouveautés. Clairement, au marketing, on a plein de nouveautés en ce moment. C'est un sujet brûlant et on le voit à la fréquentation de ce webinaire avec les nombreux inscrits. Et effectivement, sur le budget marketing, on est plutôt sur des budgets petits parce que en majorité, vous dépensez entre 0 et 10 000. Donc, je pense qu'il y a pas mal de formateurs indépendants aussi qui sont avec nous. Si tu veux, Alexis, je te laisse démarrer avec ton premier hack, ou si tu veux mettre un petit peu de contexte, expliquer aussi Bien sûr, un peu la tendance du moment en 2025. Déjà, merci pour l'invitation de participer à ce webinaire. Alors déjà, pourquoi on a réfléchi à ces 5 hacks, ces 5 approches, c'est qu'on remarque en fait que nous, en tant que Stank, on travaille avec Digiformat et aussi on travaille du coup avec d'autres organismes de formation. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent, les organismes de formation, elles vont un peu éparpiller leurs efforts sur plein d'éléments marketing. C'est-à-dire que quand vous faites vos recherches aujourd'hui, vous allez trouver 1 million de façons d'attirer plus de personnes dans vos formations. Le problème, c'est que on titille du doigt le sujet, on ne va jamais à fond dedans et l'idée, c'est justement de vous donner plus d'éléments pour contextualiser et pour réfléchir un petit peu comment mettre en place des éléments, une stratégie claire et efficace pour avoir plus de personnes dans votre organisme de formation. C'est vrai que pendant longtemps, le bouche-à-oreille était le canal qui fonctionnait le plus. Aujourd'hui, il y a le digital, le bouche-à-oreille ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus autant qu'avant. Et aujourd'hui, on va parler plutôt de bouche-à-oreille digitalisée. Et donc, bien évidemment, on va évoquer tout ce qui est réseaux sociaux, référencement naturel, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement rendre le digital comme étant la porte numéro 1 vers votre organisme de formation. Et aussi, justement, savoir où investir et comment investir sur ces canaux-là.
Donc, le premier élément qu'on voulait évoquer, c'était le référencement naturel. Donc, comment on vous trouve sur les résultats de recherche de Google. On va parler de référencement naturel global parce que vous êtes peut-être un organisme de formation qui va justement pouvoir dispenser ces formations partout en France ou à distance. Mais on va aussi évoquer le référencement naturel local, parce que aussi vous pouvez être un organisme de formation qui va travailler uniquement dans une zone géographique préétablie. Le premier exemple, je vais partager mon écran du coup. Hop. Et là. Peut-être avant que tu partages, Alexis, dites-nous aussi par emoji, est-ce que certains ont déjà démarré des stratégies de référencement naturel cette année? Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas du tout le cas, voilà, mettez-nous un emoji avec la petite larme. Donc, c'est assez partagé, mais en tout cas, pas mal d'entre vous, quand même, avaient déjà démarré des actions. Donc, et puis, pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous avez cet été pour le faire. Voilà. Challenge. Pas de pression. Donc, le premier élément, c'est, par exemple, on va prendre une formation qui est quand même assez commune et obligatoire, c'est la formation SST. Nous, on est à Lyon, donc comme elle est obligatoire, la recherche que je vais faire, ça va être formation SST Lyon. Et là, qu'est-ce qu'on va voir apparaître sur l'écran après les publicités? Ça va être cette partie-là. Je ne sais pas si on doit voir ma souris. Ouais. On va avoir cette partie-là, donc c'est-à-dire les premiers éléments de résultats naturels. Et vous voyez, ce n'est pas des sites web qui vont apparaître, c'est plutôt des adresses, c'est des fiches Google My Business. Et le premier qu'on va voir apparaître, c'est format logistique qui apparaît en sponsor et aussi sur la fiche Google My Business que vous allez avoir ici. En gros, nous, ce qu'on remarque beaucoup par rapport aux organismes de formation, c'est qu'il y a un manque d'optimisation des pages formation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ma recherche, elle est très ciblée. Formation SST Lyon. Souvent, les pages qu'on va voir chez certains des clients avec qui on commence à travailler, c'est que le titre, il n'est pas optimisé. C'est-à-dire qu'on va avoir des titres qui vont être peut-être à rallonge, qui vont parler en interne, mais qui ne vont pas parler aux personnes qui vont vouloir rechercher vos informations. Je prends un exemple, c'est, imaginons que vous donnez une formation sur Excel. Ça nous est déjà arrivé de voir formation Excel P23. J'ai fait un bac littéraire, donc après, je ne sais pas exactement ce que ça représente comme chiffre, au lieu de formation Excel débutant à Lyon ou éligible au CPF, etc. Donc, en fait, vos pages formation, c'est un des éléments les plus importants à travailler pour votre référencement naturel, pour être trouvé auprès de vos cibles. Ça tombe bien. On a une petite nouveauté avec Digiformat qui va vous permettre sûrement de pouvoir rebondir dessus et justement d'améliorer votre présence et être trouvé par les personnes qui vous recherchent vraiment. Oui, comme tu l'as dit, en fait, souvent, là où le bas blesse sur la visibilité en ligne, qui est un super complément pour générer du business, c'est le site Internet qui est, on va dire, parfois perfectible, où on se dit, OK, il faudrait mieux structurer ça. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de sites Internet d'organismes de formation qui pourraient être plus visibles en ayant une meilleure structure de site Internet, en ayant des meilleurs titres pour correspondre aux recherches, comme tu le disais. Et donc là, on a une nouveauté qu'on vous présente spécialement aujourd'hui, c'est que Digiformat et Steng se sont associés pour pouvoir créer un site Internet qui soit le plus adapté possible au référencement naturel. L'idée, c'est que de faire de Digiformat finalement votre back-office de votre site Internet et que toutes vos formations soient visibles sur votre site, mais sans avoir à les dupliquer. Parce qu'un des gros soucis à l'heure actuelle avec Digiformat, c'est que si vous souhaitez mettre en avant vos formations, il faut dupliquer les contenus. Eh ben, ça, c'est terminé. Maintenant, on a une solution, c'est qu'on va pouvoir directement... Ouais, alors tu peux peut-être montrer un exemple, c'est encore mieux. Donc, concrètement, c'est quoi? Alors, on sait que de nombreux sites aujourd'hui sont faits sous WordPress. Donc, on a gardé ça, parce que la plupart des web, vous avez déjà des WordPress où c'est souvent une technologie qui est choisie en avant. Et l'idée, c'est qu'on va venir incruster directement vos catégories de formation et vos programmes de formation au sein du site Internet et donc à vos couleurs avec les éléments de réassurance. Donc là, on a l'exemple d'une page sur un programme de formation. Donc, vous avez le titre de la page, des visuels et puis toutes les modalités
de la formation, le public cible, la durée, etc. etc. Ça, c'est une grande nouveauté et plus besoin de faire une double mise à jour. C'est-à-dire que dans votre programme de formation, directement dans Digiformat, pour les clients Digiformat, bien sûr, vous pourrez directement mettre à jour également votre site Internet. Voilà, il y a une double... voilà. Et alors, cette intégration donc, qui a été faite avec Stank a été faite avec une visée d'être le plus visible possible dans les résultats de recherche naturelle. Et c'est-à-dire qu'on va vous aider à optimiser vos pages de formation, à optimiser vos pages de catégorie et à faire en sorte qu'il y ait suffisamment de contenu et un contenu pertinent pour que, in fine, vous ayez des nouvelles demandes de formation. Donc voilà, on pourra le détailler un peu plus tard, mais c'est un élément clé qui était attendu, on sait, par beaucoup aujourd'hui, de pouvoir directement intégrer son catalogue au sein de son site Internet. Et puis, on n'a pas fait de sondage, Swan, mais je pense que si on pose la question là aux participants qui sont avec nous, la majorité sont sur WordPress. Si c'est le cas, pareil, dites-nous, faites-le nous savoir avec un pouce en l'air. On n'a pas de stats précises, mais si je te dis au moins 60%, Swan… Oui, c'est ça. En fait, c'est même WordPress, c'est le premier CMS même utilisé en général, toute activité confondue. Donc, on est à plus de 60% des sites Internet qui sont faits avec le CMS WordPress. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette technologie et qu'on a d'abord activé ça. On sait que vous pouvez également utiliser d'autres CMS. Mais aujourd'hui, on s'est concentré sur le plus utilisé, le plus répandu, à la fois parmi les clients Digiformat et aussi par rapport aux demandes qui sont faites directement chez Stank. Je vois pas mal de clients qui posent plein de questions. On refera un webinaire spécial, je pense à Pauline, Charlotte. Ouais, là, c'était vraiment sur le premier hack. On voulait rebondir, on voulait commencer assez fort. Et en tout cas, c'est une grosse nouveauté pour nous. Et donc, on est aussi fiers de pouvoir vous présenter ça. Mais voilà, évidemment, on va communiquer dans les jours à venir sur ces informations. Et puis, on laissera nos coordonnées. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle avancée pour faire en sorte que votre marketing soit encore mieux, encore plus joli. Oui, d'autant plus que le référencement naturel, c'est depuis très, très fond d'Internet, c'est toujours le sujet qui revient. Bien sûr. Finalement, on le rabâche. Et là, pour le coup, c'est une solution qui est complètement concrète sur ce besoin-là, qui va vous permettre justement de mieux être référencé par Google, voire par les intelligences artificielles. On en parlera un petit peu plus tard aussi. Donc oui, avec plaisir pour en parler avec vous. Eh ben, go, on continue sur le deuxième acte, du coup. Attends, je n'ai pas terminé sur le premier acte. Au-delà des mots-clés que votre audience va utiliser, sur lesquels vous devez vous positionner, comme d'habitude, il y a des éléments aussi qui vont vous permettre d'être différenciable. C'est la fiche Google My Business. Donc là, c'est un exemple de fiche Google My Business. Quand on tape, par exemple, CAP coiffure à distance, on a l'école Terad qui ressort assez facilement. Un des éléments qui font que, déjà, c'est une énorme autorité cette école, mais un autre élément qui fait que ça ressort, c'est effectivement une optimisation de la fiche Google My Business. C'est aussi des éléments qui vont vous permettre d'atterrir ici dans les résultats de recherche au niveau des adresses. Donc la fiche Google My Business, pareil, c'est assez sous-exploité. Vous rajoutez des photos, rajoutez vos horaires d'ouverture, essayez d'avoir un maximum d'avis. Les avis, ça a toujours été un petit peu le nerf de la guerre, un petit peu de cette bouche à oreille digitalisée, finalement, on est dessus. Donc, travaillez votre fiche Google My Business, faites en sorte d'être accueillant, en fait. C'est une première image aussi de votre image sur Internet. Enfin, c'est une première approche de votre image sur Internet. Et après, pareil, travailler un petit peu la structure des pages pour que Google comprenne de quoi vous parlez. C'est-à-dire que sur l'école Terad, en gros, Google lit assez facilement aussi que vous parlez d'un CAP coiffure en e-learning. Donc, il y a tous les éléments qui vont vous permettre d'être référencés. Vous travaillez les mots-clés que votre audience va rechercher. Et c'est quelque chose qui est aussi sous-exploité concernant le référencement naturel. Le deuxième point, c'est le branding. Le branding, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros tous les éléments qui vont être visuels, voire, alors là, je vais faire mon marketeur, mais je n'ai pas le mot en français, le wording, comment on dit, le ton, la tonalité. En gros, c'est avoir une image professionnelle cohérente en termes de branding, donc c'est-à-dire retrouver sur tous les supports votre tonalité éditoriale et votre charte graphique.
Charte graphique, c'est quoi? C'est votre logo. Il faut que ce soit un logo qui revienne sur tous vos supports, que ce soit le site, l'email, les réseaux sociaux. Ça vous donne une image de sérieux, ça rassure les personnes. Et effectivement, vous passez une étape, on va dire, vous gagnez un petit peu en crédibilité par rapport à ça. J'ai des exemples. Hop. Hop, hop. Je ne sais pas si je partage mon écran. Ah. Tu me sabordes? C'est ça que tu fais? Pour préparer ce webinaire, j'ai fait quelques petites recherches pour justement vous donner des exemples qui ne sont pas forcément du coup nos clients, parce que sinon c'est trop facile. Je suis tombé sur... Je suis tombé sur cet organisme de formation. Alors, effectivement, vous allez me dire, c'est un gros groupe derrière parce que c'est Abilways. On partage l'écran. Et voilà. Je suis tombé sur Nemetra. Donc, Nemetra est une école de développement durable du groupe Abilways. C'est la première plateforme française à proposer une offre complète de formation au métier de la transition écologique. En gros, ce que Nemetra fait de bien, c'est que ils sont orientés sur, vous voyez déjà c'est vert, ça vous donne déjà une idée de où on va. On est vraiment sur les métiers de la transition écologique. Donc il y a toute une charte éditoriale autour de cette transition écologique qu'on va retrouver sur LinkedIn, qu'on va retrouver ici sur le site web. C'est un peu le slogan, quoi. C'est ce qui donne un petit peu l'impulsion sur quelle est leur mission. Et donc on va la retrouver. Il y a du vert partout, le logo il est partout. Sur leurs vidéos, sur leurs publications sur les réseaux sociaux de manière organique, on va retrouver la typo, le vert, tout est cohérent. Sur leur publicité, là c'est une publicité LinkedIn, et je pense, je ne sais pas s'il y a des personnes de Nemetra ici, mais bon, ça, pour moi, c'est de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est pas non plus quelque chose qui, comment dire, c'est cohérent et c'est fait assez facilement. Voilà, et on va retrouver quand même une certaine logique en termes d'image. Donc, en gros, l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est que votre branding, que ce soit sur vos publicités, sur vos publications, sur votre site web, il faut que tout soit cohérent en termes de tonalité, en termes de couleur. Et c'est assez évident de le dire comme ça, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve énormément partout. Donc, vraiment, quitte à prendre du temps pour créer une charte graphique de votre côté pour pouvoir justement orienter vos créations visuelles, prenez le temps de le faire. Investissez même un tout petit peu sur des outils qui vous permettent de créer des visuels ou avoir accès à des designs. Par défaut, moi, j'aurais dit, prenez un abonnement Canva professionnel, ça coûte 100 € en moyenne, je pense, par an. Donc, ça peut être un investissement qui peut être tout à fait rentable. Vous pouvez créer sur Canva toute une gamme d'images de marque. Enfin, vous pouvez créer votre image de marque avec vos typos, vos visuels, vos couleurs, votre tonalité. Donc, n'hésitez pas à investir dessus. Après, si vous êtes riche, allez sur Adobe. Mais voilà. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est que la charte graphique et le branding en général, c'est l'élément qui permet de dire qui on est. Finalement, ça donne l'image et ça donne un peu le ton. Est-ce que vous êtes plutôt un organisme moderne? Est-ce que vous êtes plutôt, on a vu, sur l'écologie avec la couleur verte? Voilà, l'image, les couleurs, le texte et les baselines, tout ça transmet aussi et retranscrit qui vous êtes finalement. Ouais, et puis ça donne envie. C'est clair que Nemetra, sans savoir que c'est Abilways, c'est quelque chose qui donne envie, qui est rassurant, parce qu'on voit qu'il y a quand même une image qui est assez professionnelle. Donc voilà pour le branding. Hop. Le troisième sujet qu'on va évoquer ensemble, ça va être le tunnel de vente. Alors, le tunnel de vente, par quoi on commence? Alors, je vous ai fait un petit... Top. Un petit récapitulatif. En fait, un tunnel de vente, il est souvent, pour vulgariser vraiment la chose et que ça soit accessible, il est souvent découpé en 3 grandes parties. Si vous dites à des personnes sur votre site web ou sur vos publicités, achetez ma formation, ça ne va pas forcément les rassurer. Ce n'est pas tout de suite comme on dit ça. En gros, il y a 3 étapes avant. C'est attirer, donc c'est-à-dire aller trouver des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à acheter à ce moment-là, mais qui sont dans votre scope de recherche, dans votre audience. Puis, vous allez devoir les convaincre.
C'est-à-dire que, OK, ils vous connaissent, ils ont entendu parler de vous, ils savent ce que vous faites. Maintenant, quel serait l'intérêt pour eux de prendre plus de temps à vous connaître et à naviguer sur votre site et à s'intéresser à vos formations. Et c'est ensuite, après, une fois que vous avez fait tout ce travail un petit peu de sensibilisation, vous allez pouvoir leur demander de s'inscrire à vos formations. Donc, en fait, ces 3 éléments, c'est attirer, convaincre, convertir. Sur chaque étape, il faut que vous sachiez quels vont être vos messages, quels vont être les canaux que vous allez utiliser. L'exemple que je vous donne ici, c'est par exemple pour attirer, on va faire de la publicité sur Meta Ads. Donc Meta, c'est la régie publicitaire c'est ce qui va englober en tout cas Instagram, Facebook, voire WhatsApp dans d'autres pays. Pas encore en France, mais WhatsApp bientôt. Et en gros, sur Meta, vous pouvez, et on reviendra dessus juste après, vous pouvez cibler les personnes selon leur centre d'intérêt. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser votre publicité auprès des personnes qui sont intéressées par votre secteur d'activité. Donc sur Meta, et bon, je pense que je ne suis pas le seul à aller sur Instagram parmi les 300 personnes, 400 personnes qui sont là, mais grosso modo, on scroll, on tombe sur une publicité. Si la publicité est assez intéressante, accrocheuse, voilà, on est déjà sur une première étape de sensibilisation. Donc, par exemple, faire une publicité en vidéo courte qui va teaser, et si vous pouviez vous former à distance sans vous ruiner. On est vraiment sur l'hameçon, on est intéressé. Surtout si le ciblage est bien fait. Ça peut être aussi du personal branding. Pareil, on va y arriver juste après. Je suis en train de tout spoiler en fait ce que j'ai fait, je suis en train de me rendre compte. Mais grosso modo, vous montrez sur LinkedIn ou sur Instagram en train de donner des formations pour essayer d'attirer de nouvelles personnes. Une fois que ces personnes, elles ont été attirées, une fois qu'elles ont vu votre publicité ou votre publication, l'idée derrière, c'est qu'elles cliquent sur votre lien, sur la publicité ou sur le lien qui va être sur la publication LinkedIn en personal branding. Elles vont atterrir sur une page de destination, ce qu'on appelle nous une landing page parce qu'on fait du marketing, donc on anglicise un petit peu tout. Donc sur la landing page, je vais vous donner des exemples concrets comme ça au moins. Oui, et puis peut-être que je peux donner l'exemple de Digiformat. En fait, c'est le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller détecter l'intérêt sur les différentes plateformes que tu citais. Et en fait, on passe souvent par une partie de contenu aussi, disant, bah voilà, on va donner des conseils. Donc, on a plein de pages sur le site de Digiformat qui permettent de donner du conseil. Et puis, quand les gens ils sont intéressés par un logiciel, en fait, on propose un test de 15 jours gratuit, ce qui donne envie de tester pour après essayer d'aller les convaincre. Et en fait, ce test est là pour justement ton étape de convaincre les OF en l'occurrence. Exactement. Et aussi, alors pour donner un autre exemple qui est vraiment pour un autre organisme de formation, moi je suis tombé sur l'Académie de la haute performance parce que je ne sais pas ce que j'ai recherché à ce moment précis. Je suis tombé sur cette publicité, donc qui est une vidéo qui va faire intervenir un chiropracteur, visiblement, ça ne se conjugue pas, coach et auteur Marine Garcin. C'est une vidéo où cette personne va témoigner de pourquoi elle donne cette formation. Donc, c'est quelque chose vraiment pour attirer les personnes qui sont ciblées par l'Académie de la haute performance. Une fois que je clique sur le bouton « En savoir plus », j'arrive sur une page de destination. Donc, la page de destination, telle que vous la voyez, elle est vraiment créée pour optimiser l'action. Voilà. Et bon, vous n'allez pas avoir de menu. C'est une page qui est souvent très différente en fait, de ce que vous allez avoir sur le site de manière globale. C'est une page qui est vraiment orientée conversion. Il n'y a pas de menu pour partir. Et en fait, l'action, on prend la personne par la main. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on arrive, on a un grand titre, 3 arguments, et ici, on prend un rendez-vous tout de suite. Donc là, on est vraiment sur accompagner les personnes. Et si, en plus, on veut vraiment convertir, on scrolle un petit peu en bas et on va voir, en fait, pas mal de contenus qui vont permettre de rassurer et d'engager, en fait, les personnes. Donc, bien évidemment, avoir des contenus vidéo où on passe dans des émissions, ça rassure. Hein, ouais, ça crée de la crédibilité. Ça crée de la crédibilité. Ça peut être aussi des témoignages clients, etc. Et les avis qu'on a dans le cadre de la formation, on a les avis des apprenants qu'on peut mettre en avant. Donc voilà, en gros, sur ce point 3, sur le tunnel de vente simple et efficace à mettre en place, prenez ce tunnel avec la première étape, c'est attirer. La deuxième étape, c'est la considération, donc engager les personnes. Et la troisième étape, c'est convertir.
mettez-vous à la place de votre audience, dites-vous, essayez de rechercher où sont les personnes que vous voulez attirer et sur chaque canal, faites en sorte d'avoir un message et un contenu qui répondent à ce que peuvent attendre ces personnes-là. Alors souvent, pour la partie conversion, c'est plus ou moins toujours les mêmes choses, hein, c'est toujours des témoignages vidéo, des avis, ce qu'on voit là. Oui, et puis après, il y a toutes les modalités autour de la formation où on a besoin de connaître les tarifs, les disponibilités, les financements, etc. Et puis, comme tu le disais, la localisation, parce que si on est un OF multisite, par exemple, on a un vrai avantage concurrentiel puisqu'on peut montrer une présence plus forte dans chaque ville, par exemple, autour de chaque établissement. Voilà. Alexis, je vous coupe, on est à la moitié du live. Si certains, déjà sur ces 3 premiers points, donc on a dit SEO, branding, tunnel de vente, vous avez des questions à nous partager, à poser à Alexis, à Swan, et même des retours. Je voyais donc Jackie qui nous dit que lui, pour le tunnel de vente, il utilise System.io, qui est un outil marketing. Je pense que tu dois connaître, Alexis. Voilà, n'hésitez pas, on se prend 2-3 minutes si certains veulent revenir sur des points. Et après, il nous restera donc 2 hacks. La partie publicité. Alors, on a tendance à se dire que ce n'est pas pour les OF de petite et de taille moyenne. Et après, la partie que beaucoup affectionnent, qui est le personal branding. Il y a Sylvie qui nous dit, franchement, moi, j'ai besoin d'un accompagnement. Bon, Sylvie, voilà, tu as Alexis qui est là. Qui peut t'accompagner. Donc, on vous donnera de toute façon après le replay, les coordonnées. Bien sûr. Si vous voulez être accompagné par l'agence. Alors, si je peux rajouter quelque chose sur cette partie tunnel de vente en général, en plus, ce qui est génial dans la formation, c'est qu'on a énormément d'éléments, on a énormément de matière. On donne tous des formations, donc on a des apprenants, on a des évaluations, c'est facile de générer des témoignages. Et donc, en fait, on a beaucoup de matière pour créer de la réassurance et finalement montrer tout le travail qu'il y a derrière les formations. Parce que, évidemment, quand on achète en ligne ou quand on fait une demande de formation en ligne, on a besoin d'être rassuré puisque on n'a personne en face. Et donc, tous ces éléments vont énormément contribuer au fait de dire, OK, est-ce que je vais faire une demande de devis auprès de cette OF ou pas? C'est toujours... c'est clairement des éléments qui font basculer parce que, pour rappel, quand on cherche une formation, généralement, on va contacter entre 2 et 5 OF pour les plus téméraires, mais on va rarement aller au-delà. Et donc, en fait, si vous êtes 5 OF en concurrence sur la formation SST à Lyon, il faut déployer c'est les éléments qui peuvent permettre de convaincre encore mieux les apprenants. Et puis, il y a Sylvie qui nous fait un retour, qui nous dit, je crois qu'elle a tout testé, mais que ça ne marche pas très bien. En fait, on parle de hack, et Sophie aussi nous dit, le hack, c'était un mot un peu pour vous attirer, mais évidemment, c'est un peu un clin d'œil parce qu'il n'y a pas de master plan, en fait, pour réussir quand on est OF sur la partie marketing. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment les piliers que, peu importe votre taille d'OF, il faut le faire. Il y a beaucoup d'OF qui ne le font pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être au moins... les 2 tiers des OF, corrige-moi Alexis, mais qui ne respectent pas ces 5 fondamentaux. Donc évidemment, il n'y a pas de magie. Swan, tu me le diras, il n'y a pas un master plan pour réussir à sortir du lot, être à part quand on a des gros budgets, évidemment. Et quoique, est-ce ceux qui ont le plus gros budget qui arrivent? Ouais, pas forcément. En fait, ce qui est intéressant, c'est avec le web aujourd'hui, en fait, communiquer auprès des gens, ça devient facile et accessible en termes de dépenses. On le voit dans votre sondage et qui est assez représentatif. Finalement, les budgets ne sont pas forcément énormes. Et pourtant, on peut faire de belles choses sur Internet, clairement. Il y a de la matière. Et ouais, pour reprendre ton point sur les hacks, c'est en fait ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est vraiment des points clés que vous pouvez mettre en pratique très rapidement, sans se laisser avoir par, je dirais, le brouillard qu'il peut y avoir autour du marketing et de la communication et de se dire, OK, il y a une énorme montagne à gravir parce qu'il y a des étapes à faire, etc. Non, c'est allez-y, faites simplement un bon site, faites du SEO, faites du branding, mettez en place un tunnel de vente et vous allez voir, ça va marcher. Il y a une question, juste Alexis, avant de continuer. Céline qui nous demande, est-ce que ce qui compte avant tout, c'est l'ancienneté de l'OF pour la partie SEO? C'est pas uniquement ça, mais ça y joue, ça y contribue. Donc oui, effectivement, vous aurez plus de facilité
à faire référencer un site web qui, effectivement, a des années d'existence, parce que Google, finalement, a réussi à avoir confiance auprès de vous, à vous faire confiance, pardon, mais ce n'est pas la seule chose qui va fonctionner. Mais oui, ça y contribue. Surtout si la visibilité historique n'était pas forcément très bonne. C'est-à-dire que si vous avez un site avec 2-3 pages, même si vous avez 10 ans d'ancienneté, vous allez facilement pouvoir passer devant ce type de concurrent. Voilà, parce que si vous avez un site, encore une fois, qui est mieux structuré, qui présente mieux vos offres, clairement, les utilisateurs aujourd'hui cherchent la meilleure expérience et d'être le plus convaincus. Est-ce qu'on continue sur le… J'aimerais juste répondre à cette question-là. J'ai vu une question passer de quelqu'un qui demandait quelle était la différence entre une landing page et un site web. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Votre site web, il va plutôt être orienté rassurance, travail sur les mots-clés. Vous allez pouvoir faire du contenu, des articles de blog. C'est vraiment votre identité. Là où la landing page, elle est vraiment orientée conversion. C'est pas une page qui a pour objectif d'être référencée par Google, mais c'est une page qui a pour objectif d'être mise sur les publicité principalement pour activer de la conversion, de la prise de contact professionnel, etc. etc. C'est pas vraiment, du coup, c'est très différent. C'est que la landing page, elle est très orientée. C'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. La landing page, elle est plus pour de l'attraction, ou là où le site web est plus pour, on va dire, rassurer, quoi. Il nous fait languir sur le hack numéro 4. Le hack numéro 4, si on parlait de publicité. Alors, la publicité, quand je parle de publicité, je vais parler de publicité sur le digital. Donc, on va parler de Google, de la publicité sur Google, de la publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit Meta, donc Instagram, Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit TikTok, si votre secteur d'activité vous permet de justement aller chercher des personnes sur TikTok. Il faut savoir que les publicités, c'est intéressant de les mettre en place à partir du moment où vous avez justement fait tout le travail qu'on a évoqué auparavant, c'est-à-dire avoir un référencement qui soit OK, c'est-à-dire avoir la confiance de Google, avoir un tunnel de vente qui soit réfléchi, avoir un branding aussi qui soit adapté. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée en fait, à faire de la publicité, parce qu'on considère que effectivement mettre de l'argent avec des messages pertinents et percutants, ça va forcément nous ramener de la conversion. Non, c'est pas vraiment le cas en fait. Les personnes qui vont voir votre pub, vous vendez pas des baskets, quoi, vous vendez des formations. Donc les personnes ont besoin d'être rassurées et en fait, ils vont voir votre publicité et derrière ils vont forcément se renseigner aussi sur d'autres canaux. Donc il faut être crédible sur les réseaux sociaux, il faut être crédible au niveau de votre site web, etc. etc. La publicité, c'est aussi un moyen d'attirer les personnes de différentes manières à différentes étapes du tunnel de conversion. Par exemple, sur la publicité sur Instagram et Facebook et TikTok, vous allez pouvoir travailler votre visibilité, donc le début du tunnel de conversion. Mais ce n'est pas forcément, et encore une fois, je rappelle que ça dépend de votre secteur d'activité, ce n'est pas forcément là où vous allez avoir les leads les plus qualifiés, enfin les contacts les plus qualifiés, parce que vous allez toucher un grand panel de personnes. Alors, on va savoir qui vous êtes. Il va y avoir des demandes, mais comme on va cibler par centre d'intérêt aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on ne cible pas c'est pas des personnes qui vous recherchent. Vous scrollez sur Instagram, pouf, vous avez une publicité parce que un annonceur, donc vous avez décidé que cette personne qui a fait plusieurs recherches sur, par exemple, je sais pas, reconversion onglerie, ouais, cette personne, elle nous intéresse, on va lui proposer notre formation onglerie. Alors, je ne sais pas pourquoi cet exemple, mais peu importe. Mais derrière… Il y a beaucoup d'OF en onglerie en ce moment, donc c'est normal. Ouais, ça ne dit pas, toi, qu'on monte un petit business? Pourquoi pas. Mais grosso modo, voilà, vous allez attirer des personnes qui ne faisaient pas la recherche actuelle de se former en onglerie. Elles ont juste mentionné un intérêt à un moment donné en suivant un compte ou en interagissant avec une publication qu'elles étaient potentiellement intéressées, mais elles ne sont pas dans la recherche active. Là où sur Google, vous allez plus avoir des personnes qui vont être qualifiées. Parce qu'en fait, sur Google, vous allez pouvoir donc acheter des mots-clés, donc formation onglerie à Lyon. Et là, la personne qui tape formation onglerie à Lyon, qui voit votre publicité sur les premiers résultats, on sait que clairement, elle est ce qu'on appelle nous intentionniste. Elle est vraiment dans l'intention d'avoir des informations, voire
s'inscrire à une formation. Donc, grosso modo, il faut vraiment identifier quels sont les régies sur lesquelles vous voulez vous déployer, sachant que en fait, sur Meta, donc Instagram, Facebook, vous allez avoir une porte d'accès à ces publicités qui est assez facile. Il suffit de créer un visuel et le coût de la publicité n'est pas forcément très cher. Là où sur Google, on est plus sur quelque chose de qualifié et donc effectivement, il faut savoir optimiser son budget, savoir comment le dépenser et pas ouvrir toutes les vannes. Et là, effectivement, vous allez dire, ouais, le marketing, ça coûte cher. Souvent, ça coûte cher parce que vous payez trop cher Meta, vous payez trop cher Google. Et je ne vais même pas évoquer LinkedIn. LinkedIn, vous allez pouvoir toucher des personnes en fonction de leur fonction, en fonction de leur poste, de leur travail, la taille de l'entreprise. Donc là, vous allez pouvoir vraiment cibler des personnes ultra qualifiées. Et là, ça coûte encore plus cher. Sur LinkedIn, c'est 1 000 € par mois minimum. Donc finalement, il faut être bien préparé quand on va sur cette plateforme. Exactement. Ouais. Et savoir voilà, quel canal on va activer à quel moment et pas ouvrir toutes les vannes d'un coup, quoi, grosso modo. C'est pareil, je fais une petite analogie avec Digiformat. On a commencé la publicité chez Digiformat après la création de contenu, après la création de notre image. C'est venu vraiment dans un deuxième temps, une fois finalement qu'on avait déjà un peu de trafic, qu'on avait un début d'image de marque. Alors au tout début, je vous parle maintenant, il y a presque une dizaine d'années. En fait, la publicité a été assez efficace dès le début, puisque en fait, on avait déjà, entre guillemets, éprouvé un minimum nos contenus et nos pages. Donc il y avait quand même plein d'éléments qui pouvaient rassurer. Voilà, ça a rassuré et ça a amélioré clairement ce qu'on appelle le taux de conversion, donc le nombre de demandes qu'on a eues a été plus important. Et quand tu as quand même passé toutes ces étapes, Alexis, ce serait quoi, notamment pour pas mal d'associations et de fédérations qui n'ont pas des gros budgets, voire même pas du tout, est-ce que quand même ils peuvent tenter quelque chose et c'est quoi un peu la fourchette minimale pour avoir un peu des résultats, pour espérer avoir des résultats? Alors, ça va dépendre sur quel canal ils considèrent que leur audience va être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux commencer avec un petit budget sur Meta parce qu'effectivement, un petit budget, c'est en train d'augmenter, mais vous pouvez quand même faire décoller les inscriptions avec 300, 500 € par mois pour acheter de l'espace, on va dire, sur Facebook et Instagram. Néanmoins, encore une fois, il y a ce côté où encore, ça va vraiment dépendre en fait du secteur d'activité de l'organisme de formation. C'est-à-dire que si tu fais de la formation, on a vu tout à l'heure l'exemple j'ai déjà mangé leur nom, de Nemetra qui fait de la publicité, qui en tout cas fait de la formation sur la transition écologique auprès des dirigeants. C'est pas forcément sur Instagram que ça serait le plus efficace de se déployer. Et eux, pour le coup, ils font de la publicité plutôt sur LinkedIn parce que effectivement, comme il y a le côté dirigeant, ils vont cibler plus pertinemment les dirigeants. Donc, en gros, moi, je dirais que ça dépend vraiment en fait de la formation que tu veux vendre à ce moment-là et quelle est ton audience à ce niveau-là. En fait, il y a une vraie stratégie à mettre en place en amont. Par contre, évidemment, ça peut paraître accessible puisque c'est quelques centaines d'euros, comme je disais, on peut commencer avec des petits budgets. Après, ce qui est important aussi, c'est de calculer son ROI finalement, parce qu'il faut voir ça comme un investissement et de se dire, OK, concrètement, si j'investis 1 €, combien je vais gagner? Donc, on peut commencer avec quelques centaines d'euros, mais souvent, on voit très vite se développer des campagnes avec plusieurs milliers d'euros, puisqu'à partir du moment où tous les éléments que tu as cités avant sont mis en place et qu'il y a une stratégie cohérente, en fait, ça devient littéralement rentable. Et on transforme 1 € d'investissement en 3, 4, 5, 6 € de retour sur investissement. Et ça, c'est un sujet, nous, qu'on traite déjà avec des clients en organisme de formation. On a une offre qui est assez efficace où justement on propose, après analyse de l'organisme de formation et surtout de ce qu'il a envie de pousser,
on propose un pack de démarrage où on va booster 2 formations pour faire connaître l'organisme de formation. Alors bien évidemment, on ne fait pas que de la publicité parce que sinon ça serait contraire à ce que j'ai dit auparavant. On vérifie quand même qu'il y a le minimum en termes de branding, en termes de page de destination, de landing page, voire on les crée les landing pages aussi pour justement optimiser la conversion parce que ça peut très vite devenir un gouffre financier si vous ne faites pas attention. Donc oui, la publicité c'est super, ça envoie plein d'étoiles dans les yeux, mais effectivement, il faut y aller avec des pincettes. Donc, à tester, mais après la stratégie. Voilà. Et vous pouvez tester en vrai avec un petit budget, hein, si c'est sur Meta, voire sur TikTok, si encore une fois, hein, si votre organisme de formation est orienté vers un public un peu plus jeune que des dirigeants sur LinkedIn, c'est carrément faisable, quoi. Voilà. Et donc, le dernier point. Allez. Le dernier point. On est dans les temps, c'est bon? On est dans les temps, c'est parfait. On est dans les temps, c'est parfait. Le dernier point, ça va être le personal branding. Alors, le personal branding, c'est un des gros sujets. Au secours! Pourquoi? Voilà. C'est un des gros sujets depuis 2 ans, 3 ans maintenant. C'est quand même quelque chose qui est pas mal revenu. L'après-confinement, je dirais. C'est quand même quelque chose qui est... Ou pendant. C'est quand même quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Le personal branding, qu'est-ce que c'est? C'est la façon de se vendre soi-même en tant qu'être humain. Aujourd'hui, on a parlé de branding en point numéro 2, c'est-à-dire avoir une image de marque de son organisme de formation qui soit cohérente sur tous les réseaux. Au-delà de ça, aujourd'hui, les personnes achètent plus à des êtres humains plutôt qu'à des logos. Donc, en fait, le personal branding va être un complément un petit peu à votre communication d'entreprise. Ce qu'on remarque, c'est que depuis 2 ans et à certains déploiements des intelligences artificielles génératives, il y a beaucoup de contenu qui est créé sur LinkedIn. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de contenu plus pertinent qui est créé sur LinkedIn? Ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est facile en fait de prendre la parole sur LinkedIn si votre cible est sur LinkedIn. Vous pouvez faire du personal branding sur un autre réseau social, que ce soit TikTok ou Instagram. L'idée, c'est de créer des contenus qui vont vous montrer, vous, en tant que formateur, en tant que formatrice, dans l'action. Les formateurs qui montrent leur visage créent du lien auprès de leur future audience. Et en plus de ça, les algorithmes sont très conscients de ça, parce que sur LinkedIn, votre page entreprise va avoir moins de visibilité que vous en tant que personne, que votre page profil, enfin que votre profil. On a trouvé quelques exemples. Comme, certains vont reconnaître Adeline. Donc Adeline, vous voyez, elle a travaillé son personal branding parce que une belle photo de profil, une belle bannière. En gros, on sait que elle porte l'image de Cause Anglais sur LinkedIn. En gros, elle va aussi montrer son investissement, ses ressentis sur, on peut peut-être zoomer, ses ressentis sur peut-être l'actualité. Elle va créer des contenus qui va parler à son audience. Et en gros, elle va réussir à avoir une communication qui soit propre à Adeline et pas propre à forcément Cause Anglais, qui va peut-être avoir une communication beaucoup plus, alors j'ai envie de dire lisse, mais institutionnelle, merci. Donc l'idée, c'est effectivement pourquoi on choisirait Adeline Cause Anglais, comme organisme de formation pour apprendre l'anglais, mais c'est parce qu'on a connu Adeline sur les réseaux et que sa communication nous a parlé au niveau de ses valeurs, au niveau de sa prise de position. Donc l'idée, c'est montrer son investissement sur le terrain, montrer les retours des apprenants aussi, pourquoi pas, rebondir sur l'actualité, etc. Et on a un autre exemple, c'est Marine Dumoulin, qui pareil va avoir, donc là on retrouve un petit peu aussi le côté charte graphique à travailler, où on va vraiment se vendre comme une marque, alors qu'on est une personne. Et donc ça peut être des contenus qui sont assez simples à faire en termes de photos, parce qu'en fait aussi ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent s'y mettre et qui vont générer des contenus via ChatGPT. Pas forcément ce que vous pouvez vous aider de ChatGPT, mais c'est pas forcément générer tout son contenu via ChatGPT, ça va très vite. Oui, il faut que ce soit personnel. Voilà, il faut que ça soit totalement personnel, mais aussi qui vont pas forcément se mettre en avant sur les photos. Néanmoins, c'est quelque chose qui va intéresser les personnes, parce qu'on veut avoir la personne derrière le discours ou derrière l'entreprise.
C'est intéressant d'ailleurs de voir la photo d'Adeline qui est en fait une photo presque qu'on pourrait prendre chez soi et on voit qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'engagement. Alors même que, entre guillemets, c'est pas une qualité de photo studio, mais les gens, c'est pas ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Ce qu'ils recherchent, c'est de l'authenticité, finalement. Exactement. Et puis en plus, c'est vraiment complémentaire à ce qu'elle commence à écrire. J'aimerais rendre hommage à la petite fille que j'étais, celle qui était timide, introvertie, réservée. S'il y avait pas de photo, on aurait scrollé. Oui, on scrolle. La photo permet de capter l'attention aussi. Alors après, il ne suffit pas de faire que des selfies de soi, bien évidemment. Il faut aussi partager du contenu qui soit ce qu'on appelle, nous, à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que vos formations, pourquoi en fait, vous dispensez ces formations, pourquoi vous travaillez avec cet organisme de formation. Et parce que justement, il va y avoir peut-être une manière de former ou des sujets qui vont être très intéressants. En tout cas, c'est vraiment votre perspective en fait, de votre travail qui va être intéressant et qui va valoriser en tout cas les formations que vous avez envie de pousser. Ça marche plus. C'est là. Pareil, nous, on a un accompagnement à ce niveau-là. Et donc, par exemple, on s'occupe du coup pour certaines personnes qui travaillent dans des organismes de formation à suggérer du contenu, aider à la création du contenu, en tout cas guider en fait ces personnes-là à faire des contenus qui soient intéressants. Et là, par exemple, donc ça, c'est une publication qui a été faite il y a quelques mois, mais c'est la publication qui a généré le plus d'impressions, qui continue à en générer. Donc, c'était une checklist, bien évidemment, on a caché qui c'était, peut-être même quelqu'un qui est là. Mais grosso modo, l'idée, c'est vraiment d'avoir une tonalité personnelle plutôt que avoir une tonalité qui soit institutionnelle. Et en fait, depuis qu'on travaille avec ces personnes-là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de visibilité. Donc ça, c'est le nombre d'impressions du profil de la personne. Donc on est quasiment à 1000% de plus que d'impressions sur les 100 derniers jours depuis qu'on a commencé à travailler avec cette personne-là. Donc ça génère vraiment de l'intérêt, ça augmente l'engagement et derrière ça aussi, ça augmente aussi la visibilité, la considération. Là, on rentre vraiment dans le début du tunnel de conversion, on crée du lien, donc on a envie de bosser avec cette personne-là parce qu'on sait qui elle est finalement. Et du coup, j'imagine que c'est aussi plus de conversations, plus de demandes. En message direct. Donc voilà, et c'est une personne qui est devenue du coup active sur LinkedIn et qui du coup est identifiée et quand il y a besoin d'une formation que cette personne va pouvoir proposer, c'est plus facile de créer la conversation. Et Alexis, tu dirais à partir de combien de temps, si typiquement, malgré tous ces efforts, il n'y a pas de demande de lead en particulier, on voit que ça ne génère pas grand-chose, à quel moment il faut persévérer et savoir peut-être s'arrêter ou changer de réseau social ou se dire, OK, finalement, ou je ne l'ai pas assez bien fait ou ça ne prend pas. Parce que ce n'est pas magique, ça ne prend pas 2 semaines. Oui, il y a de la consistance. Oui, ça prend du temps. Alors déjà, l'idée, c'est vraiment d'aller sur le réseau social. Nous, on parle souvent de LinkedIn pour le personal branding parce que c'est quand même le plus commun sur ce sujet-là. Déjà, c'est vraiment investir le bon réseau social. Et derrière, le plus important, ça va être la régularité. Et effectivement, le nombre de personnes qu'on a en contact, qui vont nous faire l'approche comme quoi elles ont essayé le personal branding, elles se sont arrêtées. Et en fait, quand on va regarder ce qu'elles ont fait, c'est une publication tous les mois pendant 3 mois, c'est pas ce qu'on appelle de la régularité. L'algorithme, il doit être entraîné. Donc, en gros, vous devez vous montrer auprès des bonnes personnes. Et en fait, le principal problème derrière, c'est que ces personnes-là vont souvent nous dire moi, je ne sais pas quoi raconter. Et en fait, il y a 1 million de choses à raconter en fait, sur votre façon de travailler, sur ce que vous donnez comme formation, sur comment en fait, vous mettre en avant, même si ça peut paraître un petit peu... ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur. Mais grosso modo, nous, on considère que le minimum à faire vraiment pour lancer la machine, et c'est vraiment le minimum, c'est une publication par semaine pour déjà commencer à rentrer dans l'algorithme de LinkedIn et habituer les personnes à vous voir. Une publication de qualité. Et donc, faut le tenter sur... nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on tente sur 3 mois, grosso modo, pour voir si vraiment ça prend, si l'audience elle est vraiment réactive par rapport à ça. Des fois, ça peut être des questions de sujets, de formation qui ne vont pas être aussi intéressants, ou d'autres fois, ça va être des contenus qui sont à travailler vraiment. Et puis, je pense que le choix de la plateforme aussi, parce que comme tu le disais, le personal branding, ce n'est pas que sur LinkedIn. On a l'exemple chez Diforma, on a plusieurs clients dans la beauté. Et en fait, clairement, leur réseau principal,
on parlait de l'onglerie tout à l'heure, c'est Instagram. Parce que c'est des contenus qui sont beaucoup plus visuels. Ouais. Vous formez des gens à l'esthétisme, à l'onglerie ou d'autres choses dans la beauté. Finalement, vous avez des super contenus à mettre en avant avec un public qui va être aussi peut-être un peu plus jeune. Et donc, on va toucher là. Et alors, soit on se dit, OK, je fais un visuel où je vais partager juste une photo de la salle, ou aussi, on peut se mettre un peu en avant en tant que dirigeant ou formateur et de se dire, voilà, je partage des moments avec mes formés et donc je me mets un peu, je me mets un peu en valeur. Donc, oui, puis Instagram, ça marche très bien aussi, je crois, Swan, pour ceux qui font du bilan de compétences, coaching. Vous êtes quand même nombreux sur ce réseau. Donc, LinkedIn, on en parle beaucoup. Et ce n'est pas l'alpha et l'oméga à chaque fois. Donc, non, encore une fois, il faut vraiment se dire, je vais où ma cible est. C'est-à-dire, si votre cible est sur TikTok, elle est sur TikTok. Si elle est sur LinkedIn ou sur X ou ailleurs, il faut aller sur le réseau où, en tout cas, une grande partie de votre audience va. Et si vous ne savez pas, demandez-leur. Parce que souvent, c'est aussi simple que ça. Dans une formation, vous avez déjà des apprenants. Il suffit de leur demander, de dire, voilà, c'est quoi vos réseaux favoris? Et vous allez vite vous rendre compte, finalement, quel est le réseau qui correspond le mieux pour votre future communication. Carrément. Oui, je crois qu'Alex... Non, il y a juste Anne qui nous faisait remarquer que les personnes en ont un peu marre aussi parce qu'effectivement, comme tu disais, Alexis, il y a beaucoup de gens qui ont été sur LinkedIn là, cette année avec l'IA. On n'a pas trop parlé d'IA d'ailleurs pendant ce webinaire. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, déjà, pour l'avenir pour nous tous avec l'arrivée de l'IA? Déjà, je rebondis juste sur le commentaire de Anne sur effectivement peut-être la fatigue de LinkedIn. Moi, je suis le premier à moins lire de choses sur LinkedIn parce que en fait, un contenu IA, il va être lisse, il ne va pas être intéressant. Et en fait, l'idée, c'est effectivement d'amener vraiment quelque chose de personnel. L'IA, ce n'est pas personnel, même si on lui met un prompt qui lui dit de faire quelque chose de personnel parce que, je sais pas, on a ces valeurs-là, ces valeurs-là, ces valeurs-là. La façon en fait de le rédiger, ça se voit. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va intéresser les personnes. Donc, effectivement, il y a une fatigue sur LinkedIn à ce niveau-là, si vous le faites vraiment de manière automatisée, parce que, c'est facile de faire du contenu sur LinkedIn, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut plus faire du LinkedIn comme on en faisait il y a 5 ou 10 ans, où en disant je fais des posts, entre guillemets, moyens. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une vraie valeur ajoutée parce que les gens vont s'arrêter sur le post qui nous apprend quelque chose. Parce que globalement, on est dans le partage ou alors qu'on va nous donner, des éléments. J'ai vu dans un autre web, je trouvais ça intéressant, il proposait par exemple des capsules de formation gratuites. En disant, regardez, vous avez un extrait de notre formation. Ça, c'est génial, parce qu'encore une fois, on a de la matière. Je vous propose une capsule de 5 minutes à la découverte de telle et telle formation. Ça, c'est du super contenu. Et là, voilà, on ne peut plus juste se dire, tiens, je vais dire bonjour, ou j'exagère un peu, mais des fois, on dit bon vendredi. Voilà, LinkedIn, c'est plus comme ça, quoi. Et un truc qui est en train de prendre le dessus, justement, je pense que c'est aussi pour contrer tous ces contenus qui sont générés par les intelligences artificielles, c'est les vidéos, les thought leaders, je ne sais pas comment on dit, en tout cas les vidéos de prise de parole d'employés ou de dirigeants. Donc effectivement, alors je ne veux pas de faire un podcast avec un micro où vous allez parler à personne, mais ça arrive. Non, ne faites pas, s'il vous plaît. Et en gros, prendre la parole d'un point de vue en vidéo pour exprimer une opinion sur un sujet, parce que déjà, ça prouve que vous n'êtes pas en train de générer un contenu par IA, même si votre texte est généré par l'IA et que vous le dites devant votre caméra, ça va être grillé, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un contenu qui soit authentique. Après, j'avais déjà eu des discussions avec des personnes qui voulaient justement, il y avait des intelligences artificielles où tu pouvais mettre un visage et en gros faire parler à la personne. On va y arriver. Du coup, il nous met l'eau à la bouche encore, mais souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend les IA qui sont en croissance, il y a de plus en plus de recherches dessus. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment on traite ce sujet en marketing alors pour faire un point de vue plus global sur les intelligences artificielles, aujourd'hui, effectivement, nous, on voit sur la majorité de nos clients une augmentation du trafic sur les sites web qui viennent de ChatGPT, Perplexity, etc., etc. Ça reste encore mineur, néanmoins, on voit qu'il y a une évolution à ce niveau-là, comme d'ailleurs une évolution sur le trafic des sites web sur mobile plutôt que sur ordinateur. C'est vraiment quelque chose qui est en train de toucher même les organismes de formation, parce que nous, c'est quelque chose sur lequel nous, on développe le site web sur mobile en priorité.
pour en revenir à l'IA, ouais, il y a une croissance à ce niveau-là. Et en fait, à partir du moment où vous créez un contenu qui soit authentique, qui va vraiment répondre en plus aux attentes de votre audience, donc des articles de blog qui soient, enfin, encore une fois, je vais redire authentique, mais c'est parce qu'en fait, des articles de blog, pareil, vous pouvez en générer des millions avec l'intelligence artificielle, mais Google n'est pas dupe, pas encore. Enfin, pas tout de suite. Enfin, il est en train de, je crois qu'il remet un algorithme en place pour justement identifier l'authenticité les purs contenus IA. Les purs contenus IA, ça marche pas. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous valoriser. Donc, il y a une façon de faire du contenu et il y a une façon de l'adapter pour les intelligences artificielles. Et ça, effectivement, c'est avoir un contenu qui soit authentique, qui réponde à des vraies interrogations et qui soit bien rédigé. Et de l'autorité aussi. C'est-à-dire qu'il faut que... il faut être reconnu dans son domaine de plus en plus pour pouvoir être visible. C'est intéressant. Parfois, je pose des questions aussi sur les OF aux IA. Et en fait, souvent, on voit les sources institutionnelles. Si votre site est référencé, par exemple, auprès de la région ou auprès d'un organisme de financement et autres, ça crée de la crédibilité pour votre site. Et dans ce cas-là, si des gens cherchent des informations sur votre sujet, les IA vont les intégrer dans leurs algorithmes. Donc, clairement, c'est un sujet aujourd'hui à prendre en compte et à adapter, comme tu dis, à fond. Je prenais la question de Margot. Et comme toutes les nouvelles vagues en marketing, il faut suivre et s'adapter. L'idée, c'est pas de tout refaire, je pense, mais de s'adapter un minimum. Oui. En tout cas, de le rendre visible par ces... Puis effectivement, là, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, on a parlé de Google, mais il y a Margot qui nous dit que sa cible d'apprenant n'est pas forcément sur les réseaux. Est-ce que tu aurais des hacks encore un peu plus terre à terre peut-être pour ce type d'OF dont les apprenants sont peut-être un peu plus diffus ou sont pas je serais curieux de savoir dans quel secteur d'activité elle est, du coup, pour qu'on en sache un peu plus. Oui, Margot, n'hésite pas à nous dire, à nous repréciser avec une question. Et on n'a pas parlé du mailing aussi. Il y a Priscilla qui nous parle du mailing. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce qu'on peut avoir un petit retour de votre part sur… L'emailing, c'est hyper intéressant parce que c'est un des plus vieux leviers web marketing finalement. Et avec l'apparition des réseaux sociaux à l'époque, on s'était dit que potentiellement ça allait avoir moins d'importance. Néanmoins, une des premières choses que font les personnes quand elles se réveillent le matin et qu'elles déverrouillent leur téléphone, c'est toujours consulter les derniers mails reçus. C'est fou. Et donc, c'est comme la boîte aux lettres. C'est comme la boîte aux lettres, ça reste pertinent, quoi. Donc le mailing, c'est hyper intéressant. Donc oui, effectivement, sur votre site web, si vous avez la possibilité d'inclure une inscription à une liste de diffusion d'emails. Après, vous avez pas mal d'outils, que ce soit Brevo, que ce soit Sarbacane, qui vont vous permettre de créer ce qu'on appelle, nous, des scénarios, c'est-à-dire qu'une personne va s'inscrire sur votre liste de diffusion parce qu'elle a vu une de vos publicités, elle veut en savoir plus, mais elle n'est pas prête encore à s'inscrire à votre formation. Derrière, vous pouvez automatiser une séquence de plusieurs emails pour dire merci de vous être inscrit, etc., etc. Deuxième email, vous pouvez dire voilà les avantages, vos arguments de vente en fait pour la formation. Troisième email, si c'est toujours pas inscrit, une semaine plus tard, vous pouvez envoyer un témoignage vidéo ou voilà, des éléments. L'emailing, ça reste quelque chose de très très pertinent. C'est vieux comme le monde et ça fonctionnera toujours. Par contre, voilà, faut savoir bien l'utiliser. Et pareil, les listes de diffusion, c'est quelque chose qui se travaille d'un point de vue marketing. Vous allez capter pas mal vous pouvez capter énormément de personnes à travers votre liste de diffusion. Derrière, l'idée, c'est quand même de segmenter ces personnes-là en fonction de critères, que ce soit par exemple la géolocalisation, le centre d'intérêt, etc., pour avoir des séquences d'emails qui soient ultra pertinents. Si vous envoyez des emails qui sont très généralistes, ça ne va pas fonctionner. Ouais, chez Digiformat, je peux donner un exemple. On a plusieurs séries d'emails qui partent. Alors, on ne fait pas de ce qu'on appelle du mailing, du mail de masse. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à des gens qu'on ne connaît pas du tout. Mais comme tu dis, à partir du moment où on a un opt-in, c'est-à-dire un consentement, en fait, on a plusieurs séquences et il y en a une qui fonctionne bien. C'est au moment en fait, où vous testez Digiformat. Donc, vous avez la période de 15 jours. Et en fait, pendant ces 15 jours-là, en plus de l'accompagnement que vous pouvez avoir avec les équipes, vous avez également une séquence d'emails en fait, qui a pour but de vous accompagner dans la prise en main du logiciel. Et donc, en fonction des étapes qu'on a estimées, ils vont avoir des contenus différents.
Donc, par exemple, on va avoir un email de prise en main et puis on va expliquer l'intérêt par rapport à Calliope, parce qu'on a beaucoup de clients qui utilisent Digiformat pour être comme logiciel lié à la qualité. Et puis, petit à petit, on va aussi leur proposer un rendez-vous quand on pense que c'est plus pertinent, etc. Et en fait, ça accompagne ou après, on a d'autres séries aussi. Il y a des séries aussi qui sont plus dans la fidélisation et qui permettent, pareil, de tenir les gens, de garder le lien. C'est assez génial, l'email. Ouais. Et ça, pour le tunnel de conversion, encore une fois, c'est un des éléments hyper intéressants à travailler. Justement, quel message tu envoies à quel moment, pour le coup, c'est vraiment un sujet sur lequel le tunnel de conversion a un impact conséquent, quoi. Et on parlait des publics cibles Swan sur les réseaux sociaux. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez les stats de combien de Français sont sur tel réseau et compagnie. Donc, effectivement, la cible de Nargos, c'est dans l'agriculture. Donc, c'est des éleveurs, donc ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas sur leur téléphone H24 comme nous, on peut l'être dans nos bureaux. Mais malgré tout, est-ce que là, en 2025, ça aussi, ça évolue et que aujourd'hui, que ce soit des gens qui ont 60 ans, qui ont 20 ans, qui sont dans différentes régions de France, enfin, qu'importe, 100% des gens, quand même, sont connectés à un réseau où on n'y est pas encore. Et voilà. Ma grand-mère en Charente-Maritime, perdue, elle a Instagram. Hein. Non, moi, j'ai vu l'exemple j'ai vu l'exemple d'un OF dans l'agriculture, justement, où il y a beaucoup de formations, enfin, il y a de plus en plus de certifications obligatoires, par exemple, en fonction de ce qu'on va semer, etc. Voilà. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, ils étaient beaucoup sur mobile. En fait, les agriculteurs, ils n'ont pas le temps d'aller sur leur ordinateur. Ils ont déjà suffisamment de paperasse en termes de compta et autres. Par contre, dans leur tracteur, en fait, ils sont sur leur mobile. Et donc là, je pense qu'il y a des choses à faire, à la fois sur le fait d'avoir un site adapté, mais aussi peut-être d'avoir des applications dans certains cas, de se dire, tiens, s'il y a des certifications à refaire chaque année ou tous les 2 ans, pourquoi pas avoir une application. Mais voilà. Et moi, j'avais compris que c'était un peu plus Facebook en termes de réseau. Ouais. Mais encore une fois, ça dépend. On ne va pas mettre tout le monde dans le même lot. Vous avez des jeunes agriculteurs qui vont être aussi sur d'autres réseaux. Il n'y a pas de... Et je pense aussi qu'il y a aussi ce côté où... comment vous êtes présent en fait sur ces réseaux-là. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils ont peu de temps et qu'ils vont aller sur Facebook ou Instagram, à un moment donné, parce qu'ils sont plus en pause ou ils veulent se reposer, si vous leur balancez forcément une publication, une publicité qui va être très orientée conversion, c'est peut-être pas ce qu'ils vont attendre à ce moment-là. Peut-être qu'ils veulent quelque chose qui soit un petit peu plus léger, mais qui va continuer à valoriser votre organisme de formation. Donc, il y a des exemples un petit peu dans tous les secteurs, mais il y a ce côté où effectivement, même faire des publications qui sont un peu plus légères, un petit peu plus rigolotes, on est sur les réseaux sociaux à ce moment-là, donc on cherche quelque chose pour, entre guillemets, se divertir tout en restant connecté à ce qu'on a envie de proposer comme formation, la conversion, grosso modo. Il y a moyen d'apporter des messages de manière différente qui vont être plus adaptés au moment où cette personne va consulter ce réseau social à ce moment-là. Oui, il ne faut pas oublier que les gens aujourd'hui sont tellement sollicités, mais encore plus qu'avant. Je crois que là, cette année, et puis je veux dire l'année particulière, il y a plein de choses aussi où on voit bien que les apprenants, les partenaires, tout le monde, même vous-même, c'est compliqué de vous avoir, c'est compliqué. Même là, je pense que pendant le live, certains sont partis faire d'autres tâches et c'est normal. Donc, il y a Christine qui nous parlait des salons. Effectivement, on n'a pas parlé. Après, c'est tout le marketing en général. Ce n'est pas forcément que du digital. Mais oui, les salons, pourquoi pas aussi. Il faut essayer. Effectivement. Ce que je pense qui est important sur le web, c'est la notion aussi de partager du contenu. Il faut penser aux éléments qui peuvent aider potentiellement votre cible. Se dire... alors, je vais reprendre l'exemple de Digiformat, parce que je pense que c'est celui que je connais le mieux. Typiquement, on sait que les OF, quand ils sont en création d'OF, quand ils sont en création au tout début, ils recherchent des informations, par exemple sur comment fonctionne un NDA, comment obtenir la certification Calliope, ou bien même des modèles de documents. Et en fait, c'est des ressources qu'on a créées et qu'on leur offre directement, parce qu'on sait que ça peut les aider. Et surtout, ça permet de faire une première prise de contact. Donc, pensez aussi qu'il n'y a pas forcément que... Il faut être présent à tous les moments du parcours en général, pas que au moment où ils ont vraiment le besoin de formation, mais peut-être en amont aussi, avant même qu'ils cherchent, de se dire, tiens, potentiellement, avant qu'ils cherchent, quel type de contenu pourrait l'aider dans son quotidien. Et là, on peut faire un premier contact.
Ouais, complètement. Mais ça rejoint un peu ce que dit Lina, hein, que des fois, il vaut mieux se concentrer sur le pourquoi et pas sur le quoi, absolument. Mais ça prend du temps et effectivement, c'est un travail de longue haleine. Donc, on en revient toujours, il n'y a pas de recette miracle. On ne va pas vous vendre aujourd'hui. Non, après, peut-être ce qui est important aussi de comprendre, c'est de se dire, ça fait beaucoup, c'est pour ça qu'on a parlé de 5 hacks, et il ne faut pas aller sur tous les canaux en permanence, c'est beaucoup trop challenging. Ou alors, il faut aller chercher des compétences en externe ou embaucher en interne et autres. Mais par contre, se concentrer, souvent, on voit 2, 3, 4 canaux maximum qui fonctionnent très bien pour une entreprise, pour un OF. On n'a pas besoin d'être sur 10 000 plateformes. Au contraire, mieux vaut être très présent, par exemple, sur un réseau, parce qu'on a identifié que c'est le réseau principal, plutôt que de s'éparpiller sur 5 réseaux. On voit souvent ce petit défaut quand les OF créent leur entreprise en disant « Bon, j'ai réservé mon nom de domaine, et puis j'ai créé un compte sur X, j'ai créé un compte sur Instagram, j'ai créé un compte sur LinkedIn. » Et en final, ils sont déjà partis dans tous les sens, avant même de se poser la question « Est-ce qu'ils vont avoir le temps, les ressources, et puis est-ce que leur cible est présente ?» Je pense qu'il vaut mieux choisir des canaux spécifiques et pas forcément s'éparpiller directement. Tout ce qui compte, c'est d'abord connaître son audience, ses habitudes. On va parler de persona, mais effectivement, c'est un petit peu un des sujets principaux, c'est vraiment connaître où vont les personnes pour pouvoir s'adapter d'un point de vue communication et marketing. Merci en tout cas, Alexis et Swan, pour avoir partagé votre expérience et vos conseils. On se retrouve, évidemment, il y aura le replay, on vous l'enverra par mail avec des ressources. Donc, je pense demain, on va essayer, Alexis, d'envoyer ça demain. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore sur OF Connect, je vous encourage à venir. Donc, vous tapez OF Connect dans Google, vous nous trouvez. On a un Slack, on a un canal dédié au marketing où on partage pas mal de ressources, des replays, des contenus. Ce n'est pas un sujet qui est très, très simple pour les OF, on en a conscience, mais en tout cas, nous, on ne va pas vous lâcher. Je pense que là, on est parti pour la fin d'année, en tout cas, on va vous réappuyer sur ces sujets, on va continuer. Il y a plein de sous-thèmes qu'on va pouvoir développer ou en webinaire ou en article. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, peut-être Alexis et Swan. On a déjà dit beaucoup de choses, mais voilà, pour encourager les gens, là, on arrive à la… Ton connecteur. Déjà, si vous avez des questions sur le connecteur WordPress Digiformat, n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis, on va vous en reparler, bien sûr, dans les prochaines semaines à venir, parce que c'est un grand changement et un super outil pour votre marketing. Et alors, je réponds vite à une question. Il y a une question, est-ce qu'on doit se former à l'IA? Je pense qu'en tout cas, c'est au moins intéressant d'être curieux et d'aller tester. C'est des nouveautés. Je pense qu'on est quand même à l'aube des nouveaux usages. Donc, en tout cas, voilà, se former un minimum, c'est toujours intéressant pour le marketing et la com. Au moins pour comprendre. Au moins pour comprendre. Et puis, ça aide à améliorer les process. Carrément. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.